Quand on regarde la pensée d'Aristote, elle se trouve consignée dans un certain nombre d'ouvrages qu'on peut classer en 3 catégories possibles. La première catégorie de ses écrits sont ceux qui portent sur la nature. On a là la physique, les météores, on a du ciel. On a aussi ses écrits scientifiques. Et on peut citer entre autres l'organon, la rhétorique, le topique, la poétique. Ceci porte sur la structure du discours et la qualité du raisonnement. Et on a également la métaphysique. Et on a aussi ses œuvres de sciences naturelles ou biologie, on va appeler comme ça maintenant, telles que des parties des animaux et de l'âme. Ce qui nous intéresse par rapport à sa théorie de l'être et du devenir, c'est la combinaison de la métaphysique et de la physique. Nous allons nous inspirer de ces 2 ouvrages pour essayer de construire une conception aristotélicienne de l'être et du devenir. Tout d'abord, chacun connaît la formule. Quand Aristote dit « ami avec Platon », mais surtout de la vérité. C'est par cette formule que Aristote se démarque du maître. Il s'oppose à la conception platonicienne et de la philosophie et de l'être. D'abord, si Platon définissait la philosophie comme étant ce processus qui consiste à transcender, à dépasser le sensible pour l'intelligible, Aristote envisage une démarche contraire. Pour lui, le sensible est, bien entendu, la base. Et que les idées, pour lui, ne pouvaient en aucune manière constituer la base, l'essence d'une chose. Ainsi, il relève dans la pensée du maître de Platon une certaine absurdité. Aristote considère que Platon a bien posé le problème de l'être en s'interrogeant sur ce que c'est que l'être, mais qu'il a très mal résolu la question en prenant justement l'idée comme la base, étant donné que l'idée par elle-même n'a aucun pouvoir de mouvement, n'a aucun pouvoir, aucune capacité d'existence singulière, d'exister par elle-même. Et c'est pourquoi Aristote va donc écarter cette conception platonicienne, et le fait de rejeter, de refuter cette vision platonicienne, c'est ce qui va constituer la base même de sa théorie de l'être et du devenir. La réfutation de la conception de l'être et du devenir de Platon constitue la conception d'Aristote de l'être et du devenir. Donc on peut déjà comprendre qu'il prend l'antipode de Platon, comme je l'ai dit précédemment. Il définit d'abord la philosophie comme. Pour Aristote, la philosophie est par définition, c'est la recherche ou l'étude de l'être en tant qu'être. C'est ce qu'il appelle philosophie première. La philosophie première, c'est, si vous voulez, la métaphysique. Puisque la métaphysique, c'est
ce qui est au-dessus ou au-delà de la physique. Donc c'est une recherche pointue de l'être. Comment l'homme peut-il chercher l'essence même, la recherche de l'essence, c'est-à-dire le fondement de la réalité. Sur quoi se pose la réalité? Ou encore, qu'est-ce qui existe? Qu'est-ce qui existe? Qu'est-ce qui existe réellement? Donc il s'agit d'identifier dans la somme des réalités, voir ce qu'il y a d'inéfutable, de plus fondé. Par exemple, il se penche d'abord sur les différentes conceptions des présocratiques, sur ce qu'est à la base de tout. Quand on regarde chez les présocratiques, on a Thalès en première position, considéré comme le premier philosophe, qui, à la recherche de qu'est-ce qui est le fondement de tout, il pense que c'est l'eau. Au même moment, Héraclite, lui, pense que, à la question qu'est-ce qui est réellement à la base de tout, il pense que c'est le feu. Et Anaximandre, pour sa part, considère que c'est l'air. Il y en a d'autres, tels qu'Anaximandre, qui pensent que c'est l'infini, Pythagore les nombres, ainsi de suite. Aristote va avoir un petit penchant vers cette conception des différents présocratiques. Qu'est-ce qu'il fait? Il procède par une association de l'ensemble de ces principes-là. Le questionnement reste le même, mais il fait la somme de tout ça. Parce que pour lui, en fait, on ne va pas séparer l'air, du feu, de l'infini, des nombres et de l'eau. Il faut plutôt faire la somme, tout en restant à l'intérieur de cette somme, parce que le monde, c'est un tout complexe, un tout composé, et dont la dichotomie, le fait de diviser, comme Platon l'a fait, ne permet pas d'atteindre justement cette recherche de l'être. Ça ne favorise pas la recherche de l'être. Pour aller à la recherche de l'être, il faut d'abord considérer la réalité comme un tout. Maintenant, à l'intérieur de ce tout, où on ne fait pas de distinguo entre les éléments, on le prend en tant que tout et dedans, on cherche à identifier ce qu'il y a d'essentiel, ce qu'il y a de plus solide, de plus consistant, de plus pérenne dans la chose. Donc c'est ça la recherche de l'essence. Il pense que cette recherche commence nécessairement chez tout le monde à partir du sensible. C'est à partir du sensible. Aristote est convaincu que les sens permettent de nous mettre en relation avec le monde extérieur, avec les choses. Soit je vois, ou j'entends, ou je touche, etc. C'est par ce canal, ça c'est le premier canal par lequel je rentre en contact avec la réalité. Donc pour lui, il n'y a pas une autre réalité qui soit supérieure au sensible. Le sensible est bien et belle la réalité principale. Maintenant, ce sensible est ce que nous atteignons par les sens, ce qui nous est rapporté par les sens. Sensible par les sens. Donc les sens nous mettent en relation avec le monde extérieur et ce que les sens nous rapportent du point de vue d'Aristote est tout à fait vrai, est tout à fait réel et il n'y a pas une autre réalité au-dessus. Chaque chose est un composé matériel comme base.
Donc la matière est une composante principale. Donc la matière est une composante de l'être. La forme également en est une composante. Autant dire que c'est la jonction de ces deux-là qui font une chose, qui font l'être. Une chose est un composé de matière et de forme. C'est la matière plus la forme qui constitue l'être. Maintenant, entre la forme et la matière, laquelle est essentielle, laquelle est prédominante? Incontestablement, c'est la forme qui est prédominante. Mais ici, la forme n'exclut pas la matière. Au contraire, elle inclut la matière comme partie intégrante. Parce qu'une chose ne peut exister indépendamment de la matière. Il faut que la chose soit nécessairement pourvue d'une substance matérielle. Maintenant, la substance formelle ou encore l'idée, ça correspond à l'idée, constitue effectivement la base, mais en relation avec la matière. C'est la base en ce sens que on ne peut pas, comment on appelle ça, concevoir la matière sans pour autant qu'il y ait une forme qui permet à la matière de se réaliser de telle ou telle manière. En d'autres termes, c'est la réalisation de la forme, mais dans la matière qui constitue une chose. On peut prendre un exemple simple. Lorsque je prends la table est un composé de bois, de fer et tout ce qui s'ensuit. Autrement dit, tout ce qui rentre dans la construction de la table. Mais quand je prends la table en tant que telle, en tant que composé de tout ça, le bois et autres là ne peuvent pas, par eux-mêmes, constituer la table. Il faut nécessairement le menuisier. Et quelle est l'intervention du menuisier? C'est que le menuisier conçoit d'abord dans sa tête la table, en tant qu'idée de table, en tant que modèle, et ensuite il recourt ce qui est nécessaire au bois, si c'est une table en bois, ou au fer, si c'est une table métallique, ou à la terre, si c'est une table en terre, pour constituer, pour fabriquer la table. On dira que le menuisier informe le bois, c'est-à-dire il introduit une forme dans le bois pour obtenir la table. Donc la forme est ce qui permet au bois d'être table. Donc c'est la forme des tables qui est nécessairement antérieure à la table en tant que telle. C'est pourquoi il dit que l'essence de la table, c'est la forme, ce n'est pas le bois. Dans la mesure où le même bois qui fait la table, si jamais on l'informait autrement, c'est-à-dire si on donne une forme de maison au bois, le bois prend cette forme et devient une maison en bois. On pourrait également prendre le même bois, toujours, il suffit de lui donner une autre forme, une forme de porte, pour que le bois devienne une porte. Il suffit de donner une forme de chaise pour qu'on ait une chaise en bois. Autrement dit, la matière constitue le réceptacle de la forme. C'est la matière qui abrite la forme. Mais la matière ne peut pas exister sans une forme. Il y a toujours une forme qui est logée dans la matière. Si je prends un mouton, sa forme, c'est ce qui fait que c'est un mouton et que ce n'est pas un chien. Sinon, à la base, la matière demeure la même, c'est la chair. Idem pour l'homme. Qu'est-ce qui fait qu'un homme n'est pas un mouton? Pourtant, nous avons la même chair.
Nous sommes constitués biologiquement à peu près de la même façon. Mais nous ne sommes pas les mêmes parce que nous n'avions pas la même forme. La forme de l'homme, en ce moment, c'est la raison. C'est ce qui fait la différence entre l'homme et l'animal. C'est la raison. Le mouton a ce qu'on pourrait appeler la moutonité. C'est-à-dire le fait d'être mouton, et le cheval, la chevalité qu'il y a dans le cheval et qui le distingue d'autres choses. Donc chaque chose, chaque individu ou chaque être spécifique s'identifie non pas par la matière, mais par la forme qui s'y est logée. Et donc c'est la forme qui constitue l'essentiel de chaque chose. Donc c'est la substance formelle que Aristote appelle la quiddité. Substance formelle ou quiddité. La quiddité. Qu'est-ce que c'est que la quiddité? C'est l'essence. C'est l'essence. Autrement dit, c'est ce sans quoi une chose n'est pas ce qu'elle est. L'essence représente ce qu'il y a d'essentiel dans une chose. C'est que ce sans quoi la chose ne serait pas ce qu'elle est. C'est ça son essence, c'est ça la quiddité. Et en la matière, c'est la forme qui constitue la quiddité et la matière constitue la base matérielle, donc la base sensible, sans laquelle on ne peut pas concevoir l'idée ou la forme, puisque la forme loge dans la matière, tout comme l'idée de table-banc, l'idée de chaise qui se trouve chez le menuisier ou l'idée de maison qui se trouve chez le maçon ne peut prendre forme, ne peut prendre corps qu'avec du ciment, qu'avec du sable, qu'avec de l'eau, qu'avec du bois, ainsi de suite. Donc la forme est essentielle, mais la matière est aussi indispensable pour que l'être soit.